Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme DataNote, les mondes de la data. Durant notre précédent rappel, on avait parlé justement des statistiques, les statistiques de base. On va dans ce cours développer les notions de statistiques d'un point de vue avancé. Il y aura des formules mathématiques, il ne faut pas en prendre peur. Ça va justement nous permettre de mieux comprendre nos différents outils de statistiques et comment on va pouvoir les appliquer dans des cas concrets. D'abord, un petit rappel, les statistiques, c'est la science qui collecte, analyse, interprète et présente les données. Quel rôle? Ça résume les informations complexes, ça aide à la prise de décision en se basant sur des données, ça identifie des tendances, des corrélations et des modèles. Notre objectif ici est de résumer, de présenter de manière simple les caractéristiques d'un ensemble de données. Ça inclut les mesures de tendance centrale, de dispersion et d'autres visualisations, telles que des graphiques ou des tableaux. Petit rappel de vocabulaire, la population, c'est l'ensemble complet d'individus ou d'éléments que l'on souhaite étudier. L'échantillon, c'est un sous-ensemble représentatif de la population utilisé pour faire des inférences. Il est évidemment très important de bien sélectionner son échantillon pour éviter les biais dans les résultats. Les types de données, il y en a deux, les qualitatives et les quantitatives. Les qualitatives sont des données non numériques, souvent catégorielles, par exemple la couleur des yeux, le genre, le type de produit. Il y a évidemment les données quantitatives, les données donc numériques, des mesurables, par exemple l'âge, le revenu, la température. Sur les variables, il y en a deux types aussi, des variables discrètes qui prennent un nombre fini ou comptable de valeurs, par exemple le nombre d'enfants, le nombre de voitures. Et il y a les variables continues qui peuvent prendre une infinité de valeurs dans un intervalle donné, par exemple le poids, la taille ou le temps. Petit rappel sur les mesures de tendance centrale. Évidemment, la moyenne, c'est la somme des valeurs divisées par le nombre d'éléments. C'est sensible aux valeurs extrêmes, donc les fameux outliers. La médiane, c'est la valeur centrale d'un ensemble de données ordonnées. Ça divise les données en deux parties égales. Et le mode, c'est la valeur la plus fréquente dans un ensemble de données. Sur la mesure des dispersions, il y a tout d'abord l'étendue, c'est la différence entre la valeur maximale et minimale. La variance, la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne. On peut voir ici la formule mathématique. Donc on la note ici sigma carré parce qu'en fait, comme on peut le voir en dessous, sigma c'est l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Et donc la variance, c'est sigma carré, est égale à la somme des xi moins la moyenne, le tout au carré, divisé par le nombre d'éléments. En fait, on calcule en moyenne quelle est la distance des données par rapport à la moyenne elle-même. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance, ça nous permet de revenir aux unités de base. Donc on a tout simplement, euh, on peut tout simplement faire la racine carrée de la variance pour calculer l'écart type. Quelques rappels sur la visualisation de la donnée. Donc, en termes d'importance, ça facilite la compréhension des données complexes, ça aide à identifier les tendances, évidemment les relations et les anomalies, ça permet de communiquer clairement les résultats aux parties prenantes. Notre objectif ici est de transformer les données brutes en informations exploitables et facilement compréhensibles. Les graphiques à barres et histogrammes. Les graphiques à barres, comme on peut le voir à droite, il y a toujours un espace entre les barres, alors qu'un histogramme, elles sont toujours collées parce que ce sont des données continues. Les graphiques à barres permettent de comparer des catégories, par exemple comparer des ventes par région, alors que l'histogramme va être utilisé pour représenter la distribution d'une variable quantitative. Ça divise les données en intervalles, on parle en français de classe ou en anglais de bins, et on peut aussi ça permet d'afficher la fréquence. La fréquence relative de chaque classe, on la calcule de cette manière-là, c'est le nombre de valeurs dans la classe divisé par le nombre total de valeurs. La boxplot ou la boîte à moustaches, ça permet de visualiser la répartition des données, un minimum, le premier quartile, la médiane qui est le deuxième quartile, le troisième quartile et le maximum. Ça permet aussi de détecter les fameuses valeurs extrêmes, en anglais les outliers, les données qui se situent en dehors des moustaches, on peut le voir sur le petit dessin à droite. L'avantage, ça identifie rapidement les valeurs extrêmes, ça permet de visualiser l'asymétrie et la dispersion des données. La formule pour détecter les outliers, on va utiliser en fait l'écart interquartile. L'écart interquartile, c'est tout simplement Q3 moins Q1. Donc en fait, toutes les valeurs qui vont être en dessous de Q1 moins 1,5 fois IQR, ça va être un outlier. Et toutes les valeurs qui sont au-dessus de Q3 plus 1,5 fois IQR, ça va aussi être des outliers. Les diagrammes en nuage de points représentent la relation entre deux variables, ça permet d'identifier des corrélations. Si c'est une corrélation positive, comme on peut le voir à droite, on va voir que les points ils vont aller vers le haut, on va avoir quasiment une diagonale montante, alors qu'une corrélation négative, les points vont être sur une diagonale descendante. Et s'il n'y a pas de corrélation, il y aura une distribution aléatoire des points. On en reparlera par la suite. On utilise en général la formule de corrélation, qui est le coefficient de Pearson, qui permet de mesurer la corrélation linéaire entre deux variables.
qui est noté petit r. Et voilà la formule qui représente, on en reparlera par la suite. Les tableaux quasi-dynamiques permettent de résumer et explorer les relations entre plusieurs variables qualitatives et quantitatives. On a un petit exemple à droite. On a des données brutes, en plus, après on peut les manipuler pour afficher des informations en fonction d'un nouveau besoin. Donc ça nous permet de comparer plusieurs variables, l'analyse de la distribution des données selon différents groupes ou catégories. Les avantages ici, c'est une flexibilité dans l'exploration des données et une représentation visuelle efficace, justement, des résultats agrégés. Il y a les cartes géographiques qui permettent une visualisation des données géospatiales, par exemple la densité de population, la répartition des ventes. Il y a les graphiques en secteur pour visualiser des proportions, la part de marché. Il y a les diagrammes de Sankey qui permettent de visualiser les flux entre les différentes catégories, comment évolue un groupe, par exemple, un groupe politique dans la population pour voir comment il a voté d'élection en élection. Et les heatmaps, comme on peut le voir à droite, c'est la représentation des données avec une échelle de couleurs pour détecter justement des motifs particuliers. Comment choisir le bon type de graphique? On peut évidemment revenir à notre rappel sur la data vise. On fait ici quelques critères. Le type de données, est-ce que ce sont des données qualitatives ou quantitatives? Quel est l'objectif de l'analyse? Est-ce qu'on souhaite comparer, voir la distribution, la relation? Quel est le public cible? Est-ce qu'on fait un graphique plutôt simple ou complexe? Par exemple, le graphique à barre permet de comparer des catégories. La boxplot permet de visualiser la distribution et d'identifier les outliers. Le diagramme en nuage de points permet d'examiner les corrélations, tandis que les cartes permettent d'afficher des données géospatiales. Le taux d'évolution est très important. Qu'est-ce que c'est que le taux d'évolution? C'est la mesure du changement relatif d'une variable par rapport à une autre période ou à une valeur de référence. Ça permet de comparer l'évolution des différentes variables sur le temps. C'est utile pour contextualiser la progression ou la régression d'un phénomène, par exemple les ventes, la rentabilité ou la population. Quelle est la formule générale du taux d'évolution? C'est la valeur finale moins la valeur initiale divisée par la valeur initiale multipliée par 100 pour avoir un pourcentage. L'idée est de savoir, par exemple, sur le chiffre d'affaires de l'année en cours par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente, est-ce qu'on a augmenté notre chiffre d'affaires de tant de pourcents ou est-ce qu'on a diminué de tant de pourcents? On va parler de l'estimation et de l'intervalle de confiance. L'estimation, c'est le processus d'inférence basé sur un échantillon pour évaluer une caractéristique, on parle aussi de paramètres, d'une population. Par exemple, estimer la moyenne des revenus dans une population à partir d'un échantillon de cette population. Notre objectif ici est de faire une approximation de la valeur inconnue d'un paramètre populationnel. Si on fait une estimation ponctuelle, c'est une seule valeur qui est donnée comme estimation d'un paramètre. Par exemple, l'estimation de la moyenne d'une population à partir d'un échantillon. La limite ici, c'est qu'on n'a aucune information sur l'incertitude de l'estimation. Si on fait une estimation par intervalle, plutôt que de donner une seule valeur, on fournit un intervalle dans lequel la vraie valeur du paramètre se trouve avec un certain niveau de confiance. Par exemple, la moyenne des revenus est entre 35 000 et 40 000 euros avec 95% d'intervalle de confiance. Comment est-ce qu'on calcule des intervalles de confiance? On va le noter ici, IC. Donc l'intervalle de confiance est une plage de valeurs qui contient probablement le paramètre inconnu de la population avec un certain niveau de confiance. La formule de l'intervalle de confiance pour la moyenne, avec l'écart type connu, on écrit IC, l'intervalle de confiance, est égal à la valeur moyenne de x, plus ou moins la valeur critique de la loi normale, donc c'est le grand Z, pour nous c'est la valeur critique de la loi normale pour le niveau de confiance choisi, multiplié par l'écart type de la population, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Il y a deux niveaux de confiance, 95% et 99%. Le niveau de confiance, pour rappel, c'est la probabilité que l'intervalle de confiance contienne la vraie valeur du paramètre dans un grand nombre d'échantillons. 95% de confiance, l'intervalle estimé à 95% de chance de contenir la vraie valeur. La valeur critique ici, c'est Z alpha divisé par 2 est égal à 1,96. 99% de confiance, l'intervalle estimé à 99% de chance de contenir la vraie valeur. La valeur critique ici, Z alpha divisé par 2 est égal à 2,58. L'impact sur l'intervalle ici, c'est qu'un niveau de confiance plus élevé entraîne un intervalle plus large, donc moins précis. L'erreur standard, c'est la mesure de la variabilité d'une estimation. Plus l'erreur standard est faible, plus l'estimation est précise. On calcule l'erreur standard, donc SE ici pour nous, est égal à
sigma, donc l'écart type, divisé par la racine carrée de n, c'est-à-dire la taille de l'échantillon. Pour estimer la variance, l'erreur standard est également liée à l'estimation de la variance de l'échantillon, qui peut être utilisée pour ajuster les intervalles de confiance lorsque sigma est inconnu. Comment est-ce qu'on interprète les intervalles de confiance? Un intervalle de confiance de 95% signifie que si nous effectuons des nombreux échantillonnages, 95% des intervalles obtenus contiendraient la vraie valeur du paramètre. Par exemple, la moyenne des salaires de cette population se situe, comme on l'a dit, entre 40K euros et 50K euros, avec 95% de confiance. Attention, il ne faut pas confondre. L'intervalle ne garantit pas que la vraie valeur se trouve dans cet intervalle spécifique, mais que dans un grand nombre d'échantillons, ça sera effectivement le cas. Comment appliquer dans la pratique? Ça permet d'évaluer les caractéristiques d'une population à partir d'un échantillon sans connaître la vraie valeur. Estimer par exemple le taux de chômage dans une région à partir d'un échantillon de citoyens. Et ça nous permet aussi de faire des calculs avec les échantillons. Lorsqu'on utilise des échantillons pour estimer un paramètre, par exemple la moyenne, les intervalles de confiance fournissent une estimation de l'incertitude de cette estimation. Parlons de test d'hypothèse. Qu'est-ce que c'est qu'un test d'hypothèse? C'est une méthode statistique qui permet de tester une supposition, une hypothèse, sur un paramètre de population à partir d'un échantillon. Notre objectif ici est de vérifier une hypothèse sur une population, comparer des groupes ou des conditions pour tirer des conclusions sur la population. Il y a tout d'abord ce qu'on appelle une hypothèse nulle et une hypothèse alternative. L'hypothèse nulle, qu'on note habituellement H0, c'est l'hypothèse selon laquelle il n'y a pas d'effet ou de différence. C'est l'hypothèse qu'on cherche justement à rejeter. Par exemple, on peut dire que H0, c'est il n'y a pas de différence, c'est ça qu'on veut démontrer, entre les moyennes des groupes A et B. L'hypothèse alternative, H1, c'est l'hypothèse qui soutient qu'il existe un effet ou une différence. Si on prend H1, ici, la moyenne des groupes A et B est différente. L'objectif des tests ici est de rejeter l'hypothèse nulle en faveur de l'hypothèse alternative si les données le permettent. Il faut choisir le bon test statistique. Il y a les tests paramétriques et les tests non paramétriques. Les tests paramétriques supposent que les données suivent une distribution spécifique, le plus souvent une distribution normale. C'est plus puissant si les conditions sont respectées. On peut par exemple utiliser un test T de student. Les tests non paramétriques ne nécessitent pas d'hypothèse sur la distribution des données. C'est utilisé lorsque les conditions de normalité ne sont pas remplies, par exemple les tests de Mann-Whitney. Le test T de student permet de comparer les moyennes de deux échantillons indépendants. L'hypothèse H0 est que les moyennes des deux échantillons sont égales. L'hypothèse H1, alternative, les moyennes des deux échantillons sont différentes. La formule du test T, c'est égal à la moyenne, à la différence entre les moyennes des deux échantillons, entre la moyenne de x1 et x2, divisé par la racine carrée de la variance de l'échantillon 1 divisé par la taille de l'échantillon 1 plus la variance de l'échantillon 2 divisé par n2. Il y a d'autres tests pour comparer les moyennes. C'est utilisé pour tester s'il existe des différences significatives entre les moyennes de deux ou plusieurs groupes. On a dit, il y a le test T pour les échantillons à parier. C'est utilisé lorsque les groupes sont liés, par exemple des mesures avant-après. Il y a aussi l'ANOVA, on parle aussi de l'analyse de la variance. C'est utilisé pour comparer les moyennes de trois groupes ou plus. Il y a deux erreurs très importante, il faut comprendre un peu les risques. Il y a l'erreur de type 1, c'est rejeter à tort l'hypothèse nulle, donc un faux positif. Par exemple, déclarer qu'il y a une différence significative alors qu'il n'y en a pas. Le risque, c'est le risque avec alpha, avec un niveau de significativité, par exemple, de 0,05. Et l'erreur de type 2, c'est accepter à tort l'hypothèse nulle, un faux négatif. Par exemple, ne pas détecter une différence alors qu'elle existe. On parle aussi de risque bêta. La puissance du test, c'est la probabilité de rejeter correctement l'hypothèse nulle lorsque celle-ci est fausse. La puissance se calcule comme étant 1 moins bêta. La p-value est très importante pour les tests statistiques. La p-value, c'est la probabilité d'observer les résultats obtenus ou des résultats plus extrêmes si l'hypothèse nulle est vraie. L'interprétation est celle-ci. Si la p-value est inférieure à alpha, généralement
considère que c'est 5%, on rejette l'hypothèse nulle. Si p-value est supérieur ou égal à alpha, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Quelles sont les limites de la p-value? Ça ne mesure pas la probabilité que H0 soit vrai ou la force de l'effet. La p-value ne garantit pas qu'un résultat soit scientifiquement ou pratiquement significatif. La p-value, en fait, permet de mesurer la significativité d'un résultat. La question est de savoir, justement, est-ce que notre résultat dépend du hasard? Quand on fait de la recherche scientifique, en général, on a besoin des résultats significatifs. Donc cette significativité doit être, la p-value doit être inférieure à 5% pour montrer que nos résultats ne sont pas dus à un hasard quelconque. Sur l'interprétation. Donc on a dit le rejet de H0, si la p-value est inférieure à alpha, cela suggère qu'il y a suffisamment de preuves pour rejeter l'hypothèse nulle en faveur de l'hypothèse alternative. Pour le non-rejet de H0, si la p-value est supérieure à alpha, cela indique que les données ne fournissent pas de preuves suffisantes pour rejeter H0. Si la p-value est de 0,03, nous rejetons l'hypothèse nulle et concluons qu'il y a une différence significative entre les moyennes des groupes. Parlons un peu plus de l'ANOVA. L'ANOVA utilise la statistique F pour comparer la variation entre les groupes et la variation à l'intérieur des groupes. La formule du test F, c'est égal à la variance entre groupes divisée par la variance à l'intérieur des groupes. Si F est élevé, cela signifie qu'une proportion importante de la variance est expliquée par la différence entre les groupes, ce qui indique une différence significative. Tout d'abord, l'ANOVA a un facteur. Ça teste si les moyennes de plusieurs groupes diffèrent en fonction d'un seul facteur. Par exemple, on va faire une comparaison des moyennes des performances d'étudiants dans 3 groupes. Il y a le groupe A, avec une méthode d'enseignement traditionnelle, le groupe B, une méthode d'enseignement active, et le groupe C, une méthode d'enseignement en ligne. Ici, l'objectif est de tester si le type de méthode d'enseignement a un effet significatif sur la performance des étudiants. L'ANOVA a plusieurs facteurs. Ça permet de tester les effets de plusieurs facteurs simultanément et d'analyser leurs interactions. Par exemple, tester l'effet combiné de la méthode d'enseignement, facteur 1, et du temps d'étude, facteur 2, sur les performances. Cela permet d'analyser non seulement les effets individuels de chaque facteur, mais aussi si l'effet de l'un dépend du niveau de l'autre. Lorsque l'effet de l'un des facteurs dépend justement des niveaux de l'autre facteur, c'est là où on va pouvoir voir l'interaction entre les différents facteurs. Pour mesurer l'homogénéité des variances, on va utiliser le test de Leven. C'est le test utilisé pour vérifier l'hypothèse d'homogénéité des variances, si la variance est similaire entre les groupes, avant de réaliser une ANOVA. Pour rappel, H0 ici, les variances des groupes sont égales, H1, les variances des groupes ne sont pas égales. Si les variances sont inégales, il est recommandé d'utiliser des tests robustes ou des versions modifiées de l'ANOVA, comme l'ANOVA de Felch. Comment est-ce qu'on interprète les résultats de l'ANOVA? Parce que c'est ça qui nous intéresse in fine. Si le test F est significatif, donc la p-value est inférieure à alpha. Cela signifie qu'il existe des différences significatives entre les groupes et nous rejetons l'hypothèse nulle. Il faut ensuite effectuer des comparaisons post-hoc pour identifier quel groupe diffère spécifiquement. Si le test F n'est pas significatif, donc la p-value est supérieure ou égale à alpha, cela signifie qu'il n'y a pas de preuve suffisante pour rejeter l'hypothèse nulle et les moyennes des groupes sont considérées comme égales. Par exemple, si on a un test d'ANOVA qui a donné un F de 5,32 avec une p-value de 0,02, ce qui signifie qu'il existe des différences significatives entre les deux groupes, nous devons maintenant effectuer un test post-hoc pour déterminer quels groupes sont différents. Intervenons maintenant au lien linéaire entre variables. On avait parlé tout à l'heure de la corrélation. La corrélation, c'est mesurer la force de la relation entre deux variables. Pour le dire autrement, c'est la mesure de la force et de la direction de la relation des dépendances entre deux variables. En général, on s'intéresse à la corrélation linéaire entre deux variables. On parle aussi de coefficient de corrélation de Pearson. Ce coefficient varie entre moins 1 et 1. Si r est égal à 1, petit r, donc c'est notre coefficient, c'est-à-dire que la corrélation linéaire est parfaitement positive. Si r est égal à moins 1, la corrélation linéaire est parfaitement négative. Si r est égal à 0, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a aucune corrélation linéaire. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de corrélation, car il peut y avoir des corrélations autres que linéaires. Donc la formule du coefficient de corrélation de Pearson est celle-ci. Petit r est égal à la somme des xi moins la moyenne de x, multiplié par, toujours avec la somme de tout ça, de yi moins la moyenne de y, divisé par la racine carrée de la somme des xi moins la moyenne de x au carré,
multiplié par la somme des yi moins la moyenne des y au carré. On l'a dit, plus la valeur absolue de r est proche de 1, plus la relation linéaire entre les deux variables est forte. Alors comment est-ce qu'on interprète ça et comment est-ce qu'on le dit d'un point de vue de vocabulaire? On l'interprète, on le dit avec des mots qui nous disent globalement la force de la corrélation. Si on a r égale 1, bah, c'est une corrélation positive parfaite. Si r est égal à moins 1, c'est négative parfaite, comme on l'a dit. Si r est égal à 0,8, on va parler de forte corrélation positive. Si c'est moins 0,8, on va parler de forte corrélation négative. Et si c'est r égale 0, on dit qu'il n'y a aucune corrélation linéaire. Si r est égal à 0,85, cela signifie qu'il y a une forte corrélation positive entre les variables, ce qui suggère qu'à mesure que l'une augmente, si une variable augmente, l'autre a tendance à augmenter également. Attention, très important, la corrélation n'est pas une causalité. On peut avoir une très forte corrélation entre deux variables, mais ça ne veut pas dire que celle-ci induit celle-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien de dépendance entre les deux variables. Par exemple, le nombre de personnes noyées dans une piscine et la consommation de glace augmentent tous les deux en été. Donc on a une très forte corrélation. Donc on pourrait se dire justement que peut-être que quand je mange beaucoup de glace, j'ai plus de risques de me noyer. Mais en fait, manger une glace ne pousse pas les gens à sauter dans l'eau. Les deux variables sont liées à une troisième. Justement, il y a une variable, une tierce variable, qui est ici la température. C'est-à-dire que quand la température augmente, on a tendance à aller dans l'eau et on a tendance à manger des glaces. Qu'est-ce que c'est que la régression linéaire? C'est une technique statistique qui permet de modéliser la relation entre une variable dépendante, y, et une ou plusieurs variables indépendantes, x. L'idée est de prédire ou d'expliquer le comportement d'une variable dépendante à partir des valeurs d'une variable indépendante. La formule de base de la régression linéaire est assez simple, c'est y, c'est la formule du lycée, est égal à ax plus b plus un petit epsilon. Epsilon ici sera pour nous l'erreur relative. Donc y c'est la variable dépendante, x c'est la variable indépendante, a on parle de la pente de la droite, c'est ça qui va nous dire est-ce que la pente de la droite est vers le haut ou vers le bas, b est l'ordonnée à l'origine, et comme on l'a dit, petit epsilon est l'erreur. Parlons de la régression linéaire simple. Ça utilise une seule variable indépendante pour prédire la variable dépendante. L'idée c'est de trouver la droite qui minimise la somme des carrés des erreurs. On parle aussi de la méthode des moindres carrés. En fait, notre objectif est de calculer en fait les coefficients a et b. La pente a est calculée par a est égal à la somme des xi moins la moyenne de x multiplié par yi moins la moyenne y divisé par la somme des xi moins la moyenne de x le tout au carré. Alors que l'ordonnée à l'origine est calculée par la moyenne de y moins le coefficient a multiplié par la moyenne des x. La régression linéaire multiple, c'est l'extension de la régression linéaire simple à plusieurs variables indépendantes. La formule générale est celle-ci, c'est y est égal à ax plus b plus cx plus dx, etc. C'est le même raisonnement, l'idée c'est de retrouver les coefficients. Quand l'utiliser lorsqu'il y a plusieurs facteurs qui vont influencer la variable dépendante, ça permet d'évaluer l'effet de différentes caractéristiques d'une même variable explicative sur y. Par exemple, si on souhaite prédire le prix d'une maison, on va dire ici c'est notre y, en fonction de plusieurs critères par exemple ici ça peut être la superficie. Donc le prix en fait ça va être est égal à 200x plus 50 000 plus, moins 1500x plus 10 000x plus une erreur. On peut interpréter ici, par exemple A est égal à 200, c'est-à-dire que chaque mètre carré supplémentaire augmente le prix de 200 euros. Si on a C est égal à moins 1500 ici, ça veut dire que certains mètres carrés vieillissement du bien réduisent le prix de 1500 euros. Ici D est égal à 10 000, certains mètres carrés spécifiques, par exemple la chambre, ajoutent 10 000 euros au prix. Parlons du test de Key-2 et de l'odds ratio. Le test de Key-2 est un test statistique utilisé pour évaluer l'existence d'une relation entre deux variables catégorielles. Il mesure si la distribution des fréquences observées diffère significativement de ce que l'on attendrait sous une hypothèse d'indépendance. La formule du test de Key-2 est celle-ci. On note Key au carré est égal à la somme de O moins E au carré divisé par E. Alors qu'est-ce que c'est que O? C'est la valeur observée. Qu'est-ce que c'est que E? C'est la valeur attendue sous l'hypothèse nulle. Si Key-2 est suffisamment grand, on rejette l'hypothèse d'indépendance entre les variables. Le test de Key-2 permet de vérifier si deux variables catégorielles sont liées.
On a vu avec la régression, c'est pour savoir s'il y a un lien, et avec le coefficient, s'il y a un lien entre deux variables. Et là, l'idée, c'est de savoir s'il y a un lien entre deux variables, cette fois-ci catégorielles. Par exemple, on étudie la relation entre le genre du joueur, ça peut être un homme ou une femme, et la préférence pour les jeux d'action, ou RPG, oui ou non. On construit un tableau qu'on appelle un tableau de contingence, avec les effectifs de joueurs et joueuses déclarant aimer ou non ce genre. On applique le test de Key2, qu'on va voir par la suite, pour voir si la répartition des préférences dépend du genre. Si la p-value est inférieure au seuil alpha, ici on a dit c'est 5%, on rejette l'hypothèse nulle. Le genre influence la préférence pour l'action RPG. Si la p-value est supérieure à alpha, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. Le genre n'a pas d'effet significatif sur la préférence pour l'action RPG. Problématique, on l'a dit, on veut savoir si le genre, homme-femme, influence la préférence pour un type de jeu vidéo. Alors comment est-ce qu'on lit notre tableau? Donc on a les différents types de jeux, action, RPG, on a le total, on a les hommes et les femmes. Donc on a par exemple ici, dans cet exemple, 50 hommes qui déclarent préférer les jeux d'action. Ici 30 femmes seulement veulent jouer aux jeux d'action. Dans l'autre sens, RPG, il y a 20 hommes et il y a 40 femmes en l'occurrence. Au total, on a un même échantillon d'hommes et de femmes, on a 70 hommes et 70 femmes. On peut aussi voir de l'autre côté pour le genre action. Le genre action, il y a 80 personnes déclarant jouer au genre action, il y a 60 personnes déclarant jouer au genre RPG. Ici, l'hypothèse nulle, H0, c'est qu'il n'y a aucune association entre le genre et la préférence de jeu. C'est ça qu'on veut. Donc, les différences ici observées sont dues au hasard. Avec l'hypothèse H1, il existe une relation significative entre le genre et les types de jeu préférés. On rappelle que nous, on veut montrer que l'hypothèse nulle n'est pas la bonne. Et si on arrive à le montrer, on arrive à montrer qu'il y a un lien entre le genre ici et le type de jeu. Alors, on va faire le calcul du tableau théorique. Le tableau attendu, E, est obtenu en supposant que les proportions restent identiques entre les groupes. On écrit ici EIJ, donc c'est le total des lignes fois le total des colonnes, divisé par le total général. Donc on fait ce petit calcul. Donc on a pour les genres d'action, on se retrouve avec 40, les femmes aussi 40, pour les RPG 30 pour les hommes, pour les femmes RPG 30 aussi. Un total 80-60, ça ne se change pas dans les deux cas. Et de toute façon, notre échantillon reste de 140 personnes. Pour rappel, le test de Key2 se calcule avec cette formule. Donc Key2 est égal à la somme des valeurs observées moins ce qui est attendu au carré divisé par la valeur E. Donc ici, on a notre type de jeu. Action pour homme, c'est 50 pour ce qui est observé. Donc O, c'est ce qui est observé. Pour les femmes, c'est 30. Pour le RPG homme, c'est 20. Pour le RPG femme, c'est 40. Et ce qui est attendu, c'est d'avoir, s'il n'y avait pas de différence, c'est qu'il y ait 40 hommes qui aiment le genre action, 40 femmes qui aiment le genre action, etc., 30, etc. Il y aura une répartition plus équitable. En calculant le Key2, on a dit que c'était la somme de ce petit calcul qu'on fait tout en haut à droite, qu'on retrouve pour la première ligne 2,5, pour la deuxième ligne 2,5, pour les deux dernières lignes 3,33. Pour avoir le Key2 final, on fait la somme de tout ceci et on retrouve 11,66. Comment est-ce qu'on interprète le résultat grâce à la table du Key2? La table du Key2, c'est ce petit élément, cette petite table qu'on a à droite, qui va nous permettre d'interpréter justement le résultat. La table du Key2 est un outil statistique utilisé pour déterminer si une valeur de Key2 est statistiquement significative. Elle fournit des valeurs critiques en fonction de deux éléments. Le seuil de significativité, alpha, souvent 0,05, donc 5%, ou ça peut des fois être 1%. C'est la probabilité d'erreur acceptée, généralement 5% ou 1%. Un seuil de 5% signifie que 5% des cas peuvent être dus au hasard. Le nombre de degrés de liberté, DF, qu'on voit sur le Degrees of Freedom sur le tableau, il dépend du nombre de catégories dans le tableau de contingence. La formule est DF est égal au nombre de lignes moins 1 multiplié par le nombre de colonnes moins 1. Comment est-ce qu'on interprète nos résultats à nous? On l'a dit, le seuil de significativité, c'est 5%, c'est le alpha. Notre degré de liberté, c'est le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. Donc ici, ça va être 2 moins 1 fois 2 moins 1, c'est égal à 1. Donc
Donc c'est pour ça que sur le petit tableau, je m'intéresse à la partie qui est ici. Donc sur le degré de liberté, c'est 1. Donc je vais regarder cette première ligne. Et ensuite, je regarde le niveau de significativité ici, qui est de 5%. Et je me retrouve avec la valeur 3,84. Cette valeur ici, justement, on compare maintenant notre qui 2 à cette valeur-là, et on voit que notre qui 2 est très largement supérieur à 3,8. On rejette ainsi H0, l'hypothèse nulle, et on conclut que le genre influence significativement la préférence du jeu. C'est-à-dire que, en gros, si on est une femme, on a tendance, dans cet exemple, entre parenthèses, on a tendance à plus jouer au genre RPG. Si on est un homme, on a tendance à plus jouer au genre action. Alors l'odds ratio, c'est une mesure statistique, on parle aussi en français de rapport de Coate, qui compare les chances d'un événement dans deux groupes différents. Il est souvent utilisé justement en épidémiologie et en sciences sociales. La formule de l'odds ratio est celle-ci. On écrit OR tout simplement. Alors ça va être A divisé par B divisé par C divisé par D. Et en fait, quand on le réécrit, c'est A fois D divisé par B fois C. Alors qu'est-ce que c'est que A, B, C et D? A, c'est le nombre de cas où l'événement est présent dans le groupe 1. B, c'est le nombre de cas où l'événement est absent dans le groupe 1. C, c'est le nombre de cas où l'événement est présent dans le groupe 2. Et D est le nombre de cas où l'événement est absent dans le groupe 2. Sur l'interprétation, si l'odd ratio est égal à 1, c'est qu'il n'y a pas d'effet. Si l'odd ratio est supérieur à 1, c'est que l'événement est plus probable que dans le groupe 1. Et si l'odd ratio est inférieur à 1, l'événement est plus probable dans le groupe 2. Par exemple, on veut étudier le fait de fumer, le risque de cancer. On compare ici deux groupes. On a le groupe de fumeurs, on a 34 cancers, 70 sans cancer. Pour les non-fumeurs, on a 10 cas de cancer et 90 sans cancer. Quand on calcule notre odd ratio, on se retrouve avec 3,86. Comment est-ce qu'on interprète ce résultat? C'est que les fumeurs ont quasiment 3,8 fois, on va dire 4 fois plus de chances de développer un cancer que les non-fumeurs. C'est là où c'est intéressant, l'odd ratio. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un prochain cours.